Arthur Lloyd Logistique est heureux de vous présenter Parcours. Les plus belles voies de la réussite dans la supply sont dans Parcours, voix VOIES, voix VOIX, car la musique sera au cœur de notre partition, durant laquelle j'espère ne pas faire de fausses notes. J'ai le plaisir de recevoir la VP Distribution Europe Supply Chain de la fameuse société d'édition et de production musicale Warner Music et vice-présidente de l'Agora des directeurs Supply Chain, Clémentine Mermet-Desgranges. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci de me recevoir, c'est moi qui On suis va honorée. parler supply chain, mais aussi beaucoup de musique, parce que c'est votre univers, c'est votre passion. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir d'où vous êtes originaire. Alors je suis lyonnaise, D'accord. donc on n'est jamais que 100% lyonnaise, on est 150% lyonnaise. Donc voilà, c'est ma ville de cœur, de naissance et voilà, sans doute un jour j'y retournerai, mais c'est vrai qu'en musique typiquement, puisque vous en parliez, il n'y a pas de, je ne pouvais pas faire ma carrière là-bas. C'est pour ça que je suis venue à Paris, pour travailler dans la musique. Vous êtes resté jusqu'à quel âge à Lyon? 27 ans. 27 ans. Alors, on ne va pas se mentir, vous êtes une passionnée de musique, et plus particulièrement de musique classique, on est d'accord? Oui, baroque même, Baroque, si on va jusque-là. Est-ce que quand on est petite, on pense déjà à faire de la musique sa vie? Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire dans la musique de sa vie. Donc moi, j'ai démarré en faisant ce qu'on appelait le lycée musical à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle les horaires aménagés. Ça veut dire que vous avez classe le matin sur les matières sérieuses et musique l'après-midi. Donc rapidement, vous pouvez obtenir une médaille d'or de solfège, etc. Tout va très très vite puisqu'on fait énormément de musique et d'instruments. Et après, du coup, on est sur ce chemin où on se dit est-ce que vraiment je vais en faire mon métier, sachant que j'étais aussi, comme beaucoup de musiciens d'ailleurs, très scientifique, donc attirée aussi par les matières scientifiques. Et c'est pour ça qu'ensuite, j'ai bifurqué vers des sciences pour se dire il vaut mieux faire des sciences son boulot et de la musique son hobby. Parce que c'est toujours pesé comme ça quand on a plusieurs attirances. Qu'est-ce qui sera mon job et qu'est-ce qui sera finalement mon hobby de plaisir? Mais votre rêve d'enfance, c'était quoi au départ? C'était d'être ingénieur. D'accord. C'était vraiment ça. Donc on n'était pas dans la musique du tout. Alors non, c'était pas comme métier en tout cas, pas passion. comme métier. C'était une passion. Alors vous passez effectivement un bac scientifique et vous débutez des études de maths physique en 1983 avec un DUG d'abord, toujours à Lyon. Là, oui. On est encore à Lyon, tout en faisant, je crois, le conservatoire de Lyon. Oui, j'avais terminé le conservatoire de Lyon, ouais, tout à fait. Toujours par passion, donc là, c'est quand même un emploi du temps qui est solide. Oui, mais c'est d'aller au bout des choses. C'est plus un caractère, en fait, de vouloir, si je fais un choix, je veux le faire jusqu'au bout et au mieux, surtout au mieux. Parce que la musique, finalement, dans les conservatoires, on est aussi quand même sur cette notion d'excellence, d'expertise, presque de compétition. Donc ça vous forge aussi un caractère particulier là-dessus. Et puis, est-ce que vous bifurquez en musicologie en 88, c'est ça? Avec oui. Une maîtrise? Alors, c'est ça, mais parce que, en fait, je dirais que la vie professionnelle, ce sont des choix. Ouais. Bon, la vie personnelle aussi, mais la vie professionnelle, ce sont des choix. Et dans ces choix, faut pas se mentir, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des choix totalement libre, et puis il y a des choix contraints. Et gagner sa vie, c'est un choix contraint. Et j'étais, moi, étudiante salariée, puisque je devais absolument travailler. Et ça ne vous laisse pas la totale liberté, on va dire, de vos choix d'études. Et donc, après le DUG, il fallait vraiment que j'ai un travail à plein temps. Et comme j'avais cette expertise déjà en musique, mais qui était une expertise technique et une expertise d'instrument. Donc, je jouais de la flûte, du clavecin, j'étais dans le baroque, comme je vous l'ai dit. Voilà, je dirigeais un petit orchestre baroque, etc. Mais c'était à mes heures perdues, on va dire. Ce qui me manquait, c'était la culture musicale. C'est-à-dire vraiment de connaître comment les compositeurs ont écrit leurs œuvres, quelle vie ils ont eue, etc. Et c'est ce que j'ai trouvé en musicologie, et c'est ce que je suis allée chercher avec cette maîtrise. Maîtrise sans fausse note, hein, puisque
vous décrochez une mention très bien. Oui. Et un an plus tard, on est en 89, un MBA à l'EM Lyon, tout en enseignant en parallèle dans les conservatoires de musique. C'est ça. Sauf qu'au moment évidemment du MBA, là, on arrête tout. Et c'était un choix de me dire que finalement, j'étais partie dans l'enseignement parce que la musique, soit vous êtes instrumentiste, donc suivant l'instrument que vous pratiquez, vous allez rentrer dans un orchestre, vous allez chanter, etc., ou vous allez enseigner. Et donc, n'étant pas instrumentiste suffisamment, on va dire, à un niveau de soliste, et il faut toujours, dans la vie, c'est vraiment un conseil que je donne toujours, c'est savoir ce qu'on vaut, donc avoir confiance en soi, Oui. et en même temps, ne pas s'illusionner sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et je n'avais pas la capacité d'être soliste. Donc je suis rentrée dans l'enseignement et rapidement, je me suis dit que l'enseignement pour les 40 prochaines années, c'était pas votre vocation. C'était pas ma vocation réellement. Donc j'ai eu cette envie de rentrer en entreprise et comme j'avais ce rêve ancien d'ingénieur, je me suis dit là, j'ai pas pu être ingénieur parce que ça, par contre, c'est pas le chemin que j'avais pris. Par contre, le MBA me permettait d'accéder à l'entreprise en disant, voilà, j'ai ce bagage, j'ai un bagage scientifique qui peut rassurer dans un MBA. Ils vont se dire, bon, elle sait normalement, elle va tenir le choc. Et en même temps, cette expertise musicale, donc on va dire artistique, au sens large, qui pouvait m'ouvrir éventuellement des portes d'entreprise artistique au sens large au départ. Mais c'est le cas d'ailleurs, votre premier job, c'est dans la musique, c'est à la FNAC comme responsable adjointe d'un département de disques et pas que du classique. Voilà, au départ, c'était que du classique. Ouais, et rapidement, parce que la vie professionnelle, c'est aussi des rencontres. Et j'ai eu un patron qui a su me dire à la FNAC, si tu restes que sur le classique, ça va être compliqué. voilà, c'est trop fermé et c'est bien d'avoir une passion, mais élargi, ça t'aidera pour la suite. Exactement. Et c'est ce que j'ai fait. Rencontre importante, puisque justement, le responsable régional de Warner vous signale que la maison de production recherche un responsable administration des ventes, on est en 91, et vous vous lancez pour 7 ans chez East West France, qui est justement un label Warner. Qu'est-ce qu'on vous demande comme première mission chez Warner ? Alors, les maisons de disques à cette époque, parce qu'on est quand même, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis, mais c'est vrai qu'il y avait assez peu de gens, on va dire, capés en gestion sur les matières autres que la musique. Vous aviez beaucoup de passionnés de musique qui savaient mais 1000 fois plus de choses que moi sur la musique, et encore aujourd'hui, parce que c'est vraiment une histoire qui est tellement riche que c'est impossible de rattraper un retard si on n'est pas né dedans. Mais en revanche, où effectivement, ça a pêché un peu sur des types de formations comme je pouvais avoir, gestion notamment, gestion, marketing, commercial et finance. Et le fait d'avoir, parce qu'un MBA, c'est généraliste, il faut le savoir, on est vraiment quand même, on essaye d'embrasser toutes les matières de l'entreprise, on les survole, mais à un haut niveau, mais évidemment, on n'approfondit pas, on ne devient pas des experts de chacune des matières, mais c'était, je pense, une formation qui avait intéressé en effet East West, qui était en fait auparavant Carrère, de Claude Carrère. C'est lorsque Claude Carrère a vendu sa maison de disques à Warner. Et je suis arrivée exactement aux Américains, et c'est justement, vous gérez l'intégration de l'entreprise au sein de Warner. Au sein de Warner, exactement. Donc là, il y a une refonte, difficile d'intégrer les équipes. Est-ce qu'il y a c'est compliqué à faire ? Alors, ce qui était compliqué, c'était qu'ils conservaient leur autre label, qui était WEA, et donc on essayait de construire un peu une maison sœur, qui était la petite sœur de WEA. Donc on essayait de dupliquer, mais en même temps en trouvant une vraie spécificité aux enjeux d'East West, qui était donc ce label au départ. D'accord. En termes de philosophie aussi, c'est compliqué quand un label français, justement, est intégré au sein d'un label américain. Est-ce que c'est la même façon de fonctionner ou pas du tout à l'époque ? Alors, au départ, ce n'est pas du tout la même. Donc, on apprend les méthodes américaines. Et pour nous y aider, en quelque sorte, on a récupéré certains labels, parce qu'en fait, une maison de disques, c'est plusieurs labels. Donc, WEA, c'est plusieurs labels aussi. Warner, Elektra, Asylum. Donc, on est et Atlantic. Donc, on est vraiment sur des labels. Et on a récupéré le label Atlantic au sein d'East West pour commencer à intégrer cette culture et ces méthodes, ces process à l'américaine. D'accord.
En 98, vous passez une année chez Omnicolor, c'est ça? Omniacolor. Omniacolor, pardon. Alors moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé cette société, juste des sites qui vendaient des craies Omniacolor, c'est ça ou rien à voir? Alors, c'était ça Ah, c'était au ça, départ. d'accord. Et en fait, entre-temps, j'étais passée au commercial chez East West. J'avais fait une espèce d'incursion dans le monde commercial en étant compte clé. Oui. Et ce qui intéressait cette société Omniacolor qui voulait se lancer sur le jouet, c'était le fait que je sois compte clé dans la grande distribution et que j'étais en capacité de faire ce référencement des jouets sur ce nouveau créneau, qu'ils n'ont pas poursuivi. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous n'avez pas Ouais, trouvé. En fait, j'ai rapidement vu le problème des jouets chinois 100 fois moins chers, pas 10 fois moins chers, mais 100 fois moins chers, qui se renouvellent tous les ans, alors qu'une industrie, évidemment, et je le sais aujourd'hui en tant que supply chain, et tous les directeurs supply chain me comprendront bien, pour un outil industriel, on part sur des gammes qui doivent absolument rester un minimum de temps, peut-être 3 ans, on va dire, au minimum, sur les jouets pour tenir. Et ce n'est pas du tout le marketing ni le marché du jouet. Donc, en fait, l'aventure s'est arrêtée. Et du coup, je suis rentrée à Paris, parce que j'avais quitté Paris pour rejoindre. C'était à Reims. Et je suis rentrée à Paris et je suis retournée dans une maison de disques à nouveau. Champagne, c'est le cas de le dire, en 99, un an plus tard, pour Voilà. 2 ans chez EMI Music France, Key Account Manager. Et vous participez entre autres à la refonte de la structure des accords commerciaux. Voilà, c'est ce qui est vraiment le fondement du travail d'un compte clé. Et en même temps, le passage à l'euro et d'abord le passage à l'an 2000. Déjà, où tout le monde était persuadé de ce fameux bug, mais dans les départements d'ADV qui étaient le nôtre et les comptes clés, on était évidemment totalement dans les starting blocks sur toutes les options qui pouvaient se faire. Voilà. Et ça ne s'est pas fait, mais par contre, c'était vraiment passionnant de revoir tous les process, d'être accompagné par des consultants. Je pense que ceux qui ont vécu cette période-là ont vu, comme toutes les transitions et les presque révolutions, tout ce qu'on peut apprendre professionnellement dans ces périodes. Vous y restez donc 2 ans. En 2001, vous débutez une longue période de 17 ans chez Warner Music France comme directeur supply chain et opérations. Vous êtes membre du comité de direction avec un management d'une équipe de 15 personnes, je crois. C'est ça. Tout à fait. Là, vos missions pour cette nouvelle aventure? Alors en fait, c'était finalement Warner que j'avais quitté pour partir à Reims, mais entre-temps, il y avait eu cette fameuse fusion entre East West et WEA. C'était, je pense, quelque chose qui était prévu depuis le début, mais qui a mis longtemps à se faire. Et donc, quand je suis revenue dans la même maison, en réalité, ça n'était plus du tout la même maison. Et là, on était passé à une autre dimension et on avait unifié les labels, les forces, les expertises. Et c'est ce qui a permis de créer la fonction de supply chain. Parce que la fonction de supply chain, elle n'est pas finalement si ancienne que ça, surtout quand on n'est pas dans une vraie industrie au départ. On n'était pas dans des... Nous, on est prestés en termes de partenaires industrie et logistique. Donc, les missions de supply chain sont vraiment arrivées au fil de l'évolution de nos entreprises. Alors, dans cet univers musical et chez Warner Music plus particulièrement là, qu'on connaît tous, cette grande maison, quelles sont vos tâches exactement, concrètement? Est-ce qu'il s'agit de créer un disque, d'assurer sa vie, son recyclage? C'est quoi? C'est l'ensemble de vie d'un disque? Exactement. C'est ce qui est intéressant, j'ai trouvé, dans la supply chain end-to-end, puisque c'était celle que j'avais finalement fini par créer depuis l'ADV, mais en ajoutant le stock control, le service client, la base de données. Finalement, en mettant toutes les briques, là, on arrive à une supply chain end-to-end qui consiste d'abord à créer le produit dans les bases de données. Et c'est pour ça que c'est une spécificité de la musique. La base de données, c'est le démarrage, parce qu'on va mettre les musiciens, les compositeurs, tous les ayants droit, puisqu'en réalité, on croit qu'on vend un disque, mais quand on vend un disque, on vend des droits, et on va rémunérer celui qui a composé la chanson, celui qui a écrit les paroles, celui qui a interprété. Si c'est le même, il va toucher les 3. Mais voilà, on est dans un métier où tout part de la base de données. Donc j'avais vraiment cette mission-là, et ensuite, en effet, on va récupérer le son et l'image, et ensuite le lancer, alors à l'époque seulement dans la supply chain physique, puis ensuite
Parce que là, aussi on est la supply sur chain du musicale. DVD, du CD et du vinyle, par exemple, hein, c'est ça? Alors, on est beaucoup quand même sur du CD, Du CD, à cette époque-là. bien sûr. On est vraiment La CD. cassette a disparu. La cassette est en train de disparaître bien tranquillement Ouais. et le vinyle n'est pas encore Pas revenu. encore On va dire relancé. que le vinyle est Ouais. un objet promotionnel Ouais, presque d'accord. pour faire la promo de l'album. Et alors là, c'est le drame. C'est la naissance du digital. Voilà, c'est ça. Ça a C'est mis ça. un claque à l'industrie du disque, quand même. Alors, ça a mis une claque parce que, et c'est en effet ce dont je vous parlais juste avant, là où on n'était pas prêt, puisqu'on nous a dit qu'on a été beaucoup vilipendés dans la musique en nous disant oui, ils ne veulent pas être sur le digital, ils n'ont pas su être sur le digital, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y ait autant de piratage, on pirate parce que sur iTunes, il n'y a pas tout ce que je veux, et donc, et puis c'est trop cher, ça sera toujours plus cher que gratuit de toute façon, sûr. quel que soit le prix. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gratuits, hein. C'est quand même YouTube, c'est quand même le succès qui vient de là, quand même beaucoup. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'était un problème juridique. C'est-à-dire que ce qui a pris plus de 10 ans à l'industrie musicale, c'est de refaire ses contrats avec ces artistes, quand ils étaient morts avec les ayants droit, parce qu'on ne peut pas fabriquer du digital alors que les contrats sont faits pour le support physique. enregistré physique. Donc il a fallu refaire tous les contrats et ensuite, évidemment, ça n'a pas été très compliqué de fabriquer les Bien sûr. fichiers digitaux. Mais les contrats, ça a été un chantier énorme. Énorme. Et c'est pour ça qu'il y avait, et puis des artistes qui ne voulaient pas, vous n'aviez pas AC/DC, vous n'aviez pas, il y avait beaucoup de groupes et d'artistes qui ne voulaient pas être en digital au départ. Donc eux, ils se sont retrouvés essentiellement en piratage. Donc des choses qui avaient été en plus avec une qualité épouvantable. Et donc ça a été, oui, un manque à gagner, mais aussi un gros chantier industriel. Je pense que là, vraiment, on peut le dire. Et donc, justement, pour rejoindre cette apparition du digital, dans vos missions, vous devez d'être informé des changements, justement, technologiques pour faire en sorte que la stratégie de votre département soit conforme aux évolutions du marché. Tout à fait. Et on est aussi très proche du digital. Donc c'est ce que du commercial, pardon. Parce que ce qui est très intéressant, je trouve, dans la supply chain, là on a une chance folle. Je retrouve un peu mon petit passé de chef d'orchestre parce que vraiment, on a la chance d'être au centre de toute l'activité. C'est-à-dire qu'on est très informé du contenu. Donc on sait quand les albums vont arriver parce qu'il faut qu'on soit prêt. Oui. Donc on est en lien avec l'artistique, on est en lien avec le commercial parce qu'une supply chain est toujours au service du commercial, et on est aussi avec le juridique, puisqu'on a une activité très juridique, notamment digitale, où il y a beaucoup de, comme on le dit, de piratage ou de choses qui sont mises trop en avance. Donc on est sur effectivement un département qui est au centre de toute l'activité de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu et qui m'a permis d'animer mon équipe, qui était mon petit orchestre, en fonction de toutes les contraintes, parce qu'on a énormément de contraintes, et également une demande, puisqu'on vend de la musique, des contraintes de son qui sont effectivement très importantes, donc on doit énormément surveiller, et on doit surveiller aussi, parce que je dis toujours à mes équipes qu'on est au service des artistes, quoi qu'il en soit, même si nous on fait rien d'artistique, mais on est là pour servir une œuvre, et donc on se doit de tout vérifier, l'orthographe quand on fait la jaquette, l'orthographe des paroles aussi, parce qu'on a eu des erreurs un peu mémorables, donc, mais je n'en parlerai pas, mais voilà, il y a des erreurs qui peuvent poser de très gros problèmes, parce qu'un artiste peut vous demander de vider tous les magasins sur un album où vous avez mis 250 000 exemplaires, et là on s'aperçoit qu'effectivement il y avait une coquille dans le deuxième... dans le refrain ou dans un passage. Donc il y a ça, il y a l'ordre et il y a la qualité du son. Donc il y a un artiste que vous ne citerez pas, dont vous avez les 250 000 exemplaires chez vous. Oui, stock. C'est ça, exactement, qu'on a détruit. Puisque l'intérêt aussi dans la supply chain end-to-end, c'est que sur le physique, on est en charge, et on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, vous le savez, bien entendu, du recyclage aussi de nos produits, puisqu'à la fin, on n'a pas le droit de les solder, de les donner à des associations très facilement.
toujours pour cette histoire de droit. Donc on doit les détruire. Donc on Qu'est-ce qu'on en détruit fait? des produits Ça se physiques. recycle, tout ça? Ça se Parce recycle, que notamment le CD se recycle Non. très bien. Les boîtiers qui, du coup, qui deviennent des microbilles, des big bags, ce qu'on appelle des Ouais. big bags de microbilles, et ça va être des tableaux de disque bord en de lui-même? voiture ou des choses comme ça. Alors ça, c'est une autre matière, mais qui est également broyée et qui est revendue à des industries qui D'accord. peuvent en avoir l'usage. On est en train de réfléchir sur le vinyle parce que le vinyle, c'est plus compliqué. La matière est plus compliquée. Et donc, pour l'instant, on n'a trouvé que le fait de refaire des vinyles avec des vinyles broyés, de refaire une pâte qui permette de refaire des pas mal. vinyles. Donc, mais il faudrait avoir ça à l'échelle industrielle pour pouvoir refaire ça. Sur le marché français, donc, on va parler de CD et de vinyle, donc du physique. Quand il y a une commande qui est faite, vous stockez où tout n'est pas dans les magasins. Comment c'est stocké? Alors, c'est stocké en France, puisque donc moi, j'ai pris cette mission Europe parce qu'on a décidé, Warner Music Europe a décidé de mettre tout son stock à un seul endroit. Quand on a vu la baisse du physique, puisqu'on gère la décroissance et qu'en supply chain, c'est extrêmement passionnant, je trouve que c'est passionnant d'arriver à gérer une décroissance tout en gardant la qualité, les coûts, les prestataires, puisque des prestataires à qui vous allez donner moins de business, il faut aussi accompagner cela avec eux. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et là-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'intégralité de nos stocks sur un seul entrepôt en France. Donc on est sur un entrepôt qui est entre Nancy et Metz avec un prestataire externe, donc logistique. Et là-dessus, on a tous les stocks de Warner pour l'Europe. Donc quand on a une commande, effectivement, tout vient chercher ce stock-là unique en Europe. Et on est aussi, puisque c'est très important dans la supply chain, je pense que beaucoup de mes confrères le comprendront, c'est le fait de travailler ensemble avec parfois des concurrents, mais pour diminuer les coûts, pour diminuer aussi la pollution, hein, donc dans le transport. Donc sur ce même site, on a une partie de Sony Music, qui est un de nos concurrents, et on a accueilli sur une période aussi Universal France, parce que on va tous dans les mêmes camions à la FNAC, on ne va pas mettre 3 camions se suivre à la queue leu-leu avec des camions qui ne seraient pas pleins. Donc on a sur la supply chain aussi ce travail-là, de travailler ensemble avec parfois des concurrents pour essayer de trouver les meilleures solutions pour notre business. Et pour la planète. Et pour la planète. C'est intelligent. 17 ans, vous restez à ce poste. En 2018, toujours chez Warner Music, vous prenez le poste de directeur distribution Europe. Et depuis janvier, félicitations, vous êtes donc VP Distribution Europe Supply Chain. Quel est votre quotidien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, mon quotidien, c'est de veiller à la bonne application des contrats. C'est de travailler sur les coûts. C'est-à-dire que je dirais que cette nouvelle mission, elle est devenue un peu plus juridique et un peu plus financière, puisque toujours sur ce problème de décroissance, d'arriver à avoir une maîtrise des coûts. Et comme tout le monde, on a appris la crise en Ukraine avec l'augmentation de nos coûts de carton, de matières premières, etc. Ça tombe bien, je voulais vous poser justement, c'était ma question suivante, comment justement cette crise internationale impacte l'industrie du disque en termes de logistique? Alors, on n'avait pas d'usine en Russie, mais on avait une très grosse filiale que malheureusement, on a fermée. Et vraiment malheureusement, parce que c'est des gens qui consommaient énormément de musique, et y compris de la musique enregistrée sur support physique. Mais on a des usines, on utilise des usines en Pologne, en Allemagne et en France. Donc on a été impacté surtout par l'aspect coût des matières premières, pénurie de certaines matières aussi, et y compris par exemple pour les boîtiers de CD. Mais comme c'est pas le support qui est en augmentation, ça nous a, on va dire, pas trop impacté. Comment vous envisagez les sujets dont on parle beaucoup actuellement, Metaverse, ChatGPT, dans votre univers de la supply de la musique?
Alors, c'est géré par un département qui est complètement à part. Ouais. Et c'est beaucoup les NFT aussi, bien entendu, parce que ce sont des œuvres digitales. Et ça, on a un département qui est complètement dédié à cette nouvelle technologie, on va dire, et parce que nos artistes, certains de nos artistes s'y intéressent, on a créé en effet des œuvres NFT avec, je pense que Ed Sheeran a dû en faire, et des concerts dans le métaverse aussi. Ouais. Donc voilà. voilà. C'est un des avantages du métaverse. C'est vrai. On ne voit pas forcément que des avantages, mais ça, exactement. Ça permet d'avoir des expériences totalement nouvelles et excitantes et qui permettent de ne pas se déplacer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est intéressant que vous parliez de ces nouvelles technologies aussi, parce qu'en fait, on se rend compte que la musique est partout et que réellement, quoi qu'il se passe et quoi qu'il se développe, quelque part, la musique va avoir, on la retrouve dans les pubs aujourd'hui, évidemment, en berceau sonore de films, mais aussi on a maintenant des artistes qui sont égéries de marques et de marques qui n'ont rien à voir avec la musique. Donc on se rend compte quand même que quoi qu'il arrive, avec nos supports, avec le digital, le physique, on restera quand même une matière première qui inonde le monde et c'est très bien. Alors justement, avec ces révolutions, on peut le dire, hein, Metaverse, ChatGPT ou autre, pour vous, quelles qualités, atouts devront avoir les nouveaux talents de la supply pour s'adapter à ces révolutions? Alors, je pense que c'est justement l'adaptabilité, c'est-à-dire vraiment une flexibilité qui passe par une curiosité permanente. On nous demande, nous, supply chain, d'anticiper. Si on veut anticiper, il faut que nous, on se soit toujours intéressés à ce qui va arriver. Mais il faut rester très humble, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire, nous, ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que je parle de flexibilité, de réactivité, parce qu'il faut s'adapter à ce qui va arriver. En même temps, il ne faut pas être surpris par une technologie, il ne faut pas être surpris par une nouvelle manière de consommer la musique ou de la faire. Ce qui se fait. Exactement. Ce que vous faites actuellement aussi dans votre job. Exactement, exactement. En quoi la musique vous a influé dans votre management ? Alors, je pense que c'est effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le chef d'orchestre. Ça m'a vraiment aidé à être à l'écoute parce que ce qui est intéressant dans le chef d'orchestre, c'est que généralement, il y a un des instruments, peut-être deux, que vous pratiquez. Donc, ce qui est intéressant dans ces métiers-là, et le digital me l'a énormément apporté, c'est que vous dirigez finalement et vous animez, parce que vous animez plus que vous dirigez, des gens qui ont une expertise que vous avez déjà, mais aussi des gens qui ont une expertise que vous n'avez pas du tout. Et c'est ça que le management permet, et c'est ce que j'avais déjà dans la musique. Quand vous dites quoi faire à un violoncelliste alors que vous seriez bien incapable de faire ce qu'il fait, finalement, c'est pour que ça sonne, que l'ensemble sonne correctement. Finalement, la supply chain, il faut qu'elle fonctionne. On attend que de bout en bout, parce que la supply chain, on n'en parle que quand ça ne marche pas. Quand ça marche bien, les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est d'ailleurs ce qui frustre un peu mes équipes, et moi de temps en temps, c'est qu'on est peu dans le paysage de la réussite. Et en même temps, on est la clé de voûte de l'entreprise. C'est ce que je dis aussi aux équipes pour leur donner la pêche. La supply chain, c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que si on ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, rien ne se fait. Très belle image du chef d'orchestre. Il nous reste 1 minute. Est-ce que la supply chain est plutôt musique classique ou rock'n'roll ? La supply chain est plutôt rock'n'roll. Ouais. Ouais. Et maintenant, elle est même très électro, parce que ça permet l'arrivée des nouvelles technologies. Donc je dirais qu'elle est plus électro aujourd'hui. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez écouté le tout nouvel album du groupe rock Def Leppard qui s'appelle Drastic Symphonies, qui a été enregistré avec le légendaire Royal Philharmonic Orchestra de Londres? Alors non, parce que non, je ne l'ai pas écouté. En revanche, j'ai accompagné Thomas Bangalter pour signer ses albums donc, de Daft Punk, un des deux Daft Punk, puisque les Daft Punk se sont séparés. Et donc Thomas Bangalter maintenant fait de la musique symphonique, entre autres, parce qu'il fait du coup des tas de choses, il ne s'interdit rien, ils ne sont pas partis fâchés, chacun est parti de son côté. Et donc lui vient de faire un très bel album avec l'orchestre symphonique de Toulouse, qui s'appelle Mythologie.
Donc, on imagine au pluriel. Et donc, je suis allée avec lui sur le centre logistique que je lui ai fait visiter. Je peux vous dire que c'est le deuxième artiste seulement qui vient sur le centre logistique. Il était ravi, il a mis ses chaussures de sécurité. Il est venu voir comment on préparait ses disques et qu'on les mettait dans les cartons, etc. Il a énormément apprécié. Et voilà. Et donc, c'est la symphonie, l'électro et la supply chain qui se regroupent. Rock et classique, c'est un peu votre vie. Je vous recommande en tout cas cet album. Merci beaucoup. Je vais le faire. Infiniment. Je vais l'écouter avec grand plaisir. Je vous en prie. Sur notre plateau. Merci beaucoup, Alexandre. On se retrouve très vite pour un prochain parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Arthur Lloyd Logistique a été heureux de vous présenter Parcours.